Daniel, c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui dans cette jolie petite maison typique du Québec. Mais votre vie n'a pas toujours été une vie ici au Québec. Vous venez d'un pays lointain qui s'appelle la Roumanie. C'est vrai. Et j'aurais aimé qu'on commence notre entretien avec quelques mots sur ce que vous avez vécu dans ce qu'on peut appeler la Roumanie de Ceausescu, donc à l'époque du communisme. Comment est-ce qu'un enfant et un jeune, puisque vous étiez encore jeune à cette époque-là, a vécu cette période-là? D'abord, c'est juste pour vous dire qu'on n'a pas vraiment de repères. Ce qu'on vit maintenant, la réalité qu'on vit maintenant, ça n'a pas beaucoup de repères avec ce que je vivais en tant qu'enfant et surtout mes parents. Okay? C'était une dictature. Et c'était une dictature assez bien articulée, avec un appareil répressif impressionnant. On a calculé 5% de la population était engrainée dans l'appareil répressif en tant que délateur. Il y avait 5% des gens qui surveillaient les autres. Les 95% restants. Les autres. Ça fait beaucoup. Et alors, concrètement, en tant qu'enfant, ça ne changeait pas beaucoup votre vie? Non, on a eu une enfance assez libre. On était demi-sauvages. Puis quand on dit sauvage, on dit même païen. Parce qu'on avait un régime athéiste, militant, fier de ça. Puis nous autres, on ne connaissait pas grand-chose, mis à part ce qu'on nous glissait à l'oreille une fois de temps en temps, les grands-parents, mais assez discrets. Donc les grands-parents vous parlaient de quoi? De vos origines, c'était quoi? C'est orthodoxe? Oui, c'est présentement la religion orthodoxe. Puis elle était assez bien agenouillée par le régime de Ceausescu. Donc vous grandissez dans ce contexte-là. Ouais. À l'école, j'imagine que tout est à la gloire du communisme et du matérialisme athée. Oh que oui! Et pourtant, assez rapidement, si j'ai bien compris, vous avez été intéressé par un monde parallèle, on peut l'appeler comme ça? Oui, mais je me toujours demandé si ce qu'on voit, c'est c'est la réalité. Au-delà de ce qu'on voit, il y a des choses. Puis j'avais toujours comme l'impression que c'est pas tout. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la chance, l'hasard, c'était un petit peu trop intriguant pour moi parce qu'il y avait des choses qui semblaient assez cohérentes dans ce hasard. Alors je m'en doutais bien qu'il s'agit sûrement d'un hasard. C'est ça, qu'il y avait quelque chose ou derrière ça. Oui. Comment s'est passée votre recherche un petit peu de ce qu'il y avait derrière, justement? Mais j'avais des enfants de mon âge qui étaient mieux placés que moi en tant qu'élèves. Ils avaient un lycée, ça veut dire une école secondaire, qui était d'élite. C'était un lycée de mathématiques et physique. Moi, j'étais un lycée industriel. Moi, j'aimais beaucoup mes copains parce qu'ils étaient mieux placés que moi. Ils avaient l'air un petit peu plus éclairés. Alors, en se fréquentant ensemble, une fois, il dit, écoute, on va faire du spiritisme aujourd'hui. Spiritisme? Mais moi, je ne savais pas c'est quoi. Ils m'ont expliqué très brièvement c'est quoi exactement le concept et c'est quoi la technique. Puis on s'est mis assez vite à une séance. Est-ce qu'on peut expliquer justement en deux mots? Qu'est-ce que c'est le concept et qu'est-ce que c'est la technique? Donc l'idée c'est que notre monde est séparé en deux. Ceux qui vivent présentement habitent en eux-mêmes, une espèce d'entité qui est capable de survivre lors de notre décès. Ça veut dire, si on meurt, notre chose qui est à l'intérieur... L'esprit, l'âme, enfin... On appelle comme vous voulez. C'est ça. Alors, il est capable de survivre par après. D'ici, c'est très facile à arriver au deuxième point où on nous dit, écoute, c'est très simple, avec cette entité qui est capable de survivre sans avoir besoin de notre corps,
eh bien, on est capable de rentrer en contact à travers une technique qu'on appelle la séance de spiritisme. C'est une espèce de rituel. Donc une forme de communication Ouais. avec le monde de l'au-delà qui est censé être Ouais. le monde des esprits des morts, des défunts. Des gens qui Oui, sont- quoique plus tard j'ai appris, pour ma consternation, qu'on est capable d'appeler même l'esprit de ceux qui sont toujours vivants. Et on a Ça vécu, paraît un peu surprenant. oui, mais on a vécu toute une commotion. Ah, alors revenons à votre expérience. On vous propose donc de faire Oui. cette séance de spiritisme et vous dites oui à ce moment-là? Mais moi, j'étais friand de tout ce qui est intéressant, de ce qui est nouveau, ce qui est un peu mystérieux. Alors, j'étais friand. Sauf qu'on a eu une mise en garde. Et on nous a dit, si on n'est pas capable de respecter tout le rituel, on va arriver à un point où l'esprit va être fâché. Donc, il ne faut surtout pas interrompre le rituel, tout le processus. Tout doit être respecté rigoureusement. Le problème qu'on avait, c'est que notre séance se déroulait dans un endroit un petit peu public. C'était un passage dans un bloc d'appartements. Parce que généralement, quand on se représente ce genre de séance, on imagine que c'est dans une pièce, une chambre Oui, sombre. Ce n'était pas le cas du tout. Mais pas pour les enfants. Les enfants, ils doivent trouver leur place en dehors de leur maison. Alors, c'est ça, on a trouvé un endroit assez tranquille parce que c'était un bloc d'appartements pour les personnes âgées. Puis, on profitait de la silence. C'était assez mystérieux. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oui, parce que moi, je me rappelle, je voulais juste... Parce que quand on te dit, ces genres des entités sont gentils, ils sont capables de communiquer, tu poses des questions, on te répond par oui ou par non. Moi, je trouvais ça génial. J'ai trouvé ça gentil de leur part. J'ai vécu des situations quand quelqu'un qui ne croyait pas que cela est une vraie... que c'est une vraie discussion. Il pensait que c'était juste une blague que nous autres on C'était préparait. manipulé. Oui, il a reçu l'objet de dialogue avec laquelle on avait les réponses par oui ou par non. Alors quand il a vu que les choses bougent dans ses mains, il était consterné. Il a crié même. Il a dit, ah, regarde. Et alors, moi, j'étais en train d'analyser la situation comme spectateur. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est pas quelque chose qui... je connaissais le gars. Il était un petit peu sauté, là. Oui. Puis, en le voyant, je me suis rendu compte que c'est pas une blague. Que vraiment, il y avait un phénomène que lui-même ne comprenait pas et qui le dépassait. Oui, puis il criait fort, en plus. Et alors, les esprits donnaient des réponses aux questions? Oui, par oui ou par non, c'était ça la technique. Puis un jour, je me rappelle très bien, on a décidé d'invoquer l'esprit de notre dictateur de ce moment, Ceausescu. Parce qu'on nous a dit, on est capable de faire ça. Moi, j'étais un petit peu intrigué. Alors, si on est capable de faire avec les morts, c'est bien, c'est parce qu'ils sont morts. Mais avec les vivants, ça ne marche pas cette affaire. Avec qui est-ce qu'on parle? C'est vrai que c'est étrange de penser que quelqu'un qui est vivant, son esprit sort de lui-même pour aller répondre à... C'était un petit peu étrange. Puis là, la séance s'est déroulée dans un cadre... C'était une belle journée comme aujourd'hui, avec du soleil. Bon, il y en avait un petit peu de nuages, mais ce n'était pas grave. Le vent n'était pas fort. Puis je vous dis, on a eu des problèmes de communication. L'esprit disait oui, puis il ne répondait pas par après. Alors on ne pouvait pas clôturer la séance tant et aussi longtemps qu'on n'était pas capable de lui dire est-ce que tu vas partir, est-ce que tu veux partir.
parce qu'il ne répondait pas. Puis on était là, bloqués, puis notre ami qui était un petit peu sauté, il nous a fait une visite assez en force, justement pour nous faire peur, en sachant ce qu'on est en train de faire. Il s'est fait apostropher par... Alors, donc, dans cette séance-là, vous savez qu'il faut soi-disant suivre un certain ordre, donc vous ne voulez pas mettre fin à on pouvait pas. À la séance. Oui, on ne pouvait pas. Puis, à un moment donné, tout en essayant de communiquer, on attendait comme le vent se devient de plus en plus fort. À l'extérieur, on voyait dans les petites fenêtres ce qui s'est passé. Le vent devenait de plus en plus fort. Puis une fenêtre en étage supérieur s'est fracassée assez violent. Puis l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Alors je me suis dit que c'est probablement pas le monde la plus merveilleuse à visiter, à avoir contact. Je me suis dit, il y a quelque chose derrière tout ça qui ne semble pas tout à fait gentil, puis disposé à la dialogue. Je m'en doutais qu'il s'agit de quelque chose de trop bienveillant. Donc, à ce moment-là, vous aviez la conviction qu'il y avait un monde qu'on ne voyait pas, qui pouvait se manifester, Ouais. mais par contre, vous n'étiez pas certain que ce monde-là était un monde bienveillant avec lequel il fallait rentrer en contact. Et toutes les évidences disaient ça. Alors, je me rappelle un jour, j'étais chez nous, c'était un soir, puis j'avais envie de faire moi aussi ce genre d'expérience. Mais j'ai commencé à raisonner d'une manière au bonhomme du bon sens. Dans le sens que je me suis dit, si j'arrive dans un point où je ne vais être pas capable de faire tout le rituel jusqu'à la fin, l'esprit va devenir hystérique, il va faire je ne sais pas quelle chose. On a été averti pour ça. Il a dit, ce sont des choses qui sont déjà passées, alors ne jouez pas trop avec ça. Je dis, je ne peux pas faire de la maison de mes parents une maison hantée. Non. Donc vous avez décidé à ce moment-là de définir pour stopper. toujours, parce que les choses n'avaient pas le bon sens. Non, je me suis dit non, c'est pas... Mais ça m'a aidé pour que je cristallise en moi une conviction que les choses qu'on voit telles qu'elles sont pas toute la réalité et qu'au-delà de ça, il y a des choses qui se passent. Alors vous m'avez expliqué que après avoir essayé le spiritisme et avoir décidé non, je ne vais pas continuer, vous avez tenté une autre piste qui était la piste du yoga. Oui, yoga c'était moi. Écoutez, Ça paraît très gentil ça. Oui, mais c'est plus gentil, écoutez. Puis j'étais friand de toutes sortes d'expériences de type transcendantal. C'est plus attirant, écoutez. On vivait l'obscurité spirituelle, alors on avait une soif terrible. Puis un jour, dans le fond c'était un soir, j'avais appris comment sentir que tu rentres dans le plancher, que tu t'affonds dans le plancher. Pour moi, c'était fantastique. Alors, je me suis dit, ce soir, je vais expérimenter ça. La technique était simple dans le fond. Il fallait faire le vide dans la tête. Pas de mots, pas de pensées, rien du tout. Oui, mais je me débrouillais pas si pire. J'étais pas mal capable de faire ça. Et il disait, l'exercice proposé, c'était de faire le vide pendant 15 minutes, puis par après, de s'obliger soi-même de sentir comme on se affond dans le plancher, comme dans une espèce de bulle, d'eau, de liquide. Comme si on va se dissoudre là-dedans. Oui, c'est comme si on va s'immerser dans le plancher. Alors, je me suis dit, on va expérimenter ça. Après 15 minutes, je me suis dit, c'est le moment. Et quand j'ai senti, parce que j'avais, surtout au niveau des mains, j'ai senti comme je vais commencer à m'affondre. Ma réaction a été d'une angoisse terrible. J'ai dit, je m'en vais où? Parce que je sentais comment les choses... Puis j'ai bondi. Effectivement, j'ai laissé tomber l'exercice. Je me suis dit, je ne vais jamais, au grand jamais faire ça parce que moi, je m'en vais où comme ça? Où est-ce qu'on s'affond? Non. Puis j'ai renoncé parce que
D'abord, moi j'étais plutôt curieux si ça marche, mais ça marchait, mais ça marche dans quel sens? C'est ça. Donc il y a encore ce côté, un point d'interrogation, une certaine angoisse de dire où est-ce que je me lance? Oui, c'est avec la tête avant, non, non. Mais encore une fois, si je comprends bien ce que vous me dites, encore une fois, ça vous donnait la conviction qu'il y avait, au-delà de simplement du monde visible et matériel, il y avait une autre dimension. Une autre dimension qui donnait des signaux de plus en plus forts, qu'elle est présente et que les choses se passent et qu'on ne sait pas toujours dans quelle direction on s'en va et que ça a l'air de fois assez aventureux, plutôt dangereux. Alors moi, je suis friand de l'aventure, mais pas à n'importe quel prix. Alors j'ai arrêté ça aussi. Alors, est-ce qu'à ce point-là de votre expérience, est-ce que vous étiez croyant dans le sens de croyant en Dieu? Non, mais non, fortement, non, forcément, parce que on n'avait pas de notions. On nous disait, écoute, probablement il s'agit de quelque chose, mais pas comme ils disent que c'est une personne ou monsieur, un personnage âgé, barbu, cheveux blancs. On ne sait pas. Probablement il existe quelque chose, mais qui sait? C'est ça, c'est exactement. Et moi, j'ai partagé ce point de vue. Qui sait? Mais moi, j'étais en train de m'apercevoir qu'on est capable de voir des choses au-delà du visible. Alors, comment s'est passée la suite de votre expérience qui vous a amené à une expérience spirituelle, cette fois, du côté justement de Dieu? Mais j'avais mon ami dans le secondaire, dans mon secondaire à moi, moins bien placé, un ami qui était assez sympathique, lui, puis il avait des préoccupations que moi j'ai trouvé intéressantes. Le gars, il avait son compte à la bibliothèque. Pour moi, c'était une découverte. On a des bibliothèques en Roumanie, vous savez. Moi, je ne savais pas. Alors, je suis allé avec lui. Je me suis fait, moi aussi, un compte là-bas. Je me suis fait un compte, puis j'ai découvert les philosophes, les écrivains de renommée, puis j'ai lectoré beaucoup les livres qui parlaient du style de vie, et mon ami me donnait toutes sortes de pistes, une meilleure que l'autre. Puis il avait du goût. On écoutait aussi des pièces de théâtre. Je me rappelle maintenant, j'écoutais Hamlet une fois. Quand la Révolution s'est déclenchée, moi j'étais à la bibliothèque, écouter Hamlet. Donc vous étiez en train de vous cultiver. Ouais, bon, moi je ne savais pas que c'est si pompeux. Je trouvais ça intéressant plutôt. Ouais. Alors mon ami, un jour, il m'a dit, écoute, tu sais, moi chaque vendredi soir, je m'en vais dans un endroit qui est comme une église. Il ne savait pas comment expliquer ça parce que dans le temps des communistes, les églises sont des choses... c'est assez particulier. On les évite plutôt? Mais oui, parce que c'est cette atmosphère des grottes, c'était pas agréable. Mais lui, il disait, c'est pas une église conventionnelle, c'est autre chose. Aimerais-tu venir avec moi? Pensez-vous que j'ai dit non? Mais oui, bien sûr. J'étais toujours à la recherche de différent. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui dit des choses, mais pourquoi pas? J'ai fréquenté cette église qui avait l'habitude étrange de se réunir le vendredi soir et le samedi, pas le dimanche. Et pourtant, c'était une église chrétienne. Mais moi, pour moi, ça, c'était pas un problème parce que le christianisme, c'était tout à fait étranger pour moi. C'était un monde inconnu. Oui, ça ne me disait pas grand-chose. C'était plutôt lié à la tradition, si vous voulez. Ça faisait partie d'une histoire lointaine qu'on venait de dépasser. Tandis qu'avec ce mouvement, ce genre de chrétiens, moi j'étais impressionné de voir l'atmosphère qui régnait là-bas. C'était une atmosphère de respect que j'ai trouvée seulement dans des bibliothèques, dans British Council par exemple. C'était une atmosphère de respect où on ne parlait pas fort. Ce qui m'a impressionné, ça m'a impressionné beaucoup la chorale, vous savez, ils ont des chorales magnifiques. La musique, on sait qu'en Europe de l'Est, il y a des chorales extraordinaires. C'était une commotion de voir des belles filles, des beaux garçons en chantant
des choses que moi, je n'étais pas habitué de l'écouter. Alors, c'était une belle expérience, mais c'était toujours une expérience culturelle parce que les sermons, moi, je ne comprenais pas grand-chose. Ils véhiculaient des mots. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'ai eu l'expérience d'apprendre des langues étrangères. Je parle assez bien 3 langues. Ma langue matérielle, le français et l'anglais. Alors, je pourrais témoigner que ce n'était pas du tout pénible d'apprendre une langue, comme c'était pénible d'apprendre ce que les gens voulaient dire quand ils véhiculaient des mots comme la grâce, je sais pas. Ils utilisaient un vocabulaire qui vous était complètement étranger. Mais là, ça me disait rien et j'étais frustré parce que il semblait la langue roumaine, mais c'était pas du tout ma langue. Puis, là, vous étiez à l'écoute. Oui, mais... Mais ça vous apportait pas grand-chose, vous compreniez pas grand-chose. Et le monde, pourtant, ils étaient... Et c'est vrai, j'ai appris par après que c'était un des meilleurs prédicateurs qu'on avait en Roumanie. Lucian Cristescu, même maintenant, c'est une figure proéminente en Roumanie. Mais à moi, ça ne me disait pas grand-chose parce que j'étais pas équipé pour comprendre le message. Faire ça. Et vous avez continué à y aller avec votre ami? Oui, parce que c'était mon ami, quoi. Il disait, mais est-ce que tu viens, quoi? Ok. Mais un jour, mon ami, en voyant que je viens de moins en moins à l'église, que je suis de moins en moins intéressé, il vient avec sa petite Bible. C'était une Bible dans ce format. Ça ressemblait un petit peu à ce que vous avez entre les mains. Oui, puis... et il le touchait de manière spéciale. Je voyais qu'il aimait sa Bible. Il dit, écoute, ça c'est ma Bible à moi. Il le touchait comme ça. Je veux que tu le prennes. Je veux que je te la donne. Mais s'il te plaît, ne la jette pas parce que c'est ma Bible que j'aime beaucoup. C'était un cadeau précieux. Bon, pour lui, on voyait bien la manière comme il tenait ça. Puis c'est vrai que c'est touché un petit peu, c'est vraiment oui, on sent que douce. En voyant ça, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose. Mais moi, j'ai jamais eu une Bible. Et j'ai reçu ça comme un cadeau spécial. Mais il a dit, ne jette pas ça. Si jamais tu vas être tanné, appelle-moi et moi je vais la récupérer. Ne la jette surtout pas. Non, je vais jamais, je te promets, je ne vais jamais jeter ça. Je n'ai pas jeté, mais j'ai juste laissé dans un coin. Puis j'ai oublié. Après quelques mois, mes parents sont partis dans un voyage de vacances. Moi, il fallait que je reste pour passer mes examens d'auto, ce qui ne s'est jamais passé parce que... Et pendant que j'étais toute seule à la maison, je m'ennuyais. Je me suis dit, tiens, j'ai la petite Bible que mon ami m'a laissée. Allons voir de quoi il s'agit. J'ai jamais ouvert la Bible. Ça doit être elle était restée, cette Bible, pendant combien de temps là? Des mois. Des mois. Je ne me rappelle pas exactement. À prendre la poussière quelque part. Ben, probablement, oui, la poussière. Puis, mon ami m'a donné un conseil. Ne commence pas avec l'Ancien Testament parce que c'est plein de généalogies, c'est un petit peu aride à la fois. Commence avec le Nouveau Testament. J'avais déjà des petites notions à peu près assez vagues. Et quand j'ai commencé à lire, à partir de Matthieu chapitre 1, verset 1, je vous dis, et je n'exagère pas, ce sont les choses qui s'est passées exactement comme je vous les raconte. Jusqu'au chapitre 5, moi j'étais encore converti. Parce que le message que la Bible, le Nouveau Testament me donnait, pénétrait jusqu'au profond de mon âme. Ça me disait des choses, par exemple
le sermon de monde Ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. sur la montagne, c'était tellement pénétrant. C'était quelque chose que mon âme, c'est comme s'il attendait depuis longtemps un tel message. Et c'était comme si j'étais là. Et je ne sais pas, pour expliquer tout ça, c'est probablement, il faudrait vivre pour vous dire mot à mot. Mais ce que j'ai en résumé, c'est que ça m'a donné envie de suivre ces maîtres. C'est Jésus qui parle là-bas. Je me suis dit, je vais toujours suivre ces maîtres. Je vais toujours écouter et obéir à ce qu'il dit. Parce que ça a du bon sens et ça remplit ce qui me manque à l'intérieur. Alors, vous voulez dire, quand vous avez lu ce texte de l'Évangile selon Matthieu, en particulier le sermon sur la montagne, vous aviez la conviction profonde que ça c'était vrai, que c'était cette réponse à votre recherche spirituelle que vous aviez depuis en fait longtemps déjà. Mais oui, mais écoutez, moi j'ai cherché un monde bienveillant. C'est là, le monde bienveillant, où il existe un personnage central, puissant, capable de résoudre des problèmes, des choses insurmontables, disposé à aider. Tandis que dans mes recherches, je n'ai pas trouvé tout à fait ça. J'ai trouvé des choses qui étaient de au-delà, mais c'était un monde pas trop accueillant. Tandis qu'ici, c'était l'accueil avec la fête, je ne sais pas. C'était un monde lumineux. Mais c'était ce que j'ai cherché depuis longtemps. Puis l'idée, c'est, est-ce qu'on peut faire confiance avec ce personnage? Est-ce que c'est vrai? Mais je suis très content. Et non seulement content, je me sens accompli. C'est une vie paisible avec un personnage avec qui tu peux faire confiance, qui est au-delà de tes capacités de résoudre des problèmes, qui veille, qui pourvoit à tes besoins. Alors, moi, je me sens accompli.